Donc, bienvenue à notre guide de survie du data scientist au pays des développeurs. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Benoît Van de Kerkhove. Je suis data scientist et donc je travaille chez Hardis Group depuis 6 mois. À la base, je devais faire cette présentation avec ma collègue développeuse qui s'appelle Manon, qui malheureusement n'a pas pu venir avec moi aujourd'hui. Donc, Swan a été assez gentil pour venir m'épauler sur cette présentation. Et je vais te laisser se présenter. Je suis Swan Legrand, ingénieur data chez Hardis Group. Moi, j'ai un profil plus ou moins transverse puisque ça fait 2 ans que je travaille dans tout ce qui est machine learning et j'ai aussi un profil orienté développement. Donc, je fais un peu la passerelle entre le développeur et le data scientist. Donc, désolé s'il y a des développeurs ici, ils risquent de ne pas se sentir très représentés. Je vais faire juste quelques mots sur Hardis Group. On est une entreprise, une ESN de 1200 personnes réparties en France, dont 60 sur Nantes. Et à l'origine, on était éditeur de logiciels. Peu à peu, on a grossi et on a acquis une expérience sur tout ce qui est services numériques. Et depuis 2 ans, on a décidé de prendre une orientation sur la data science et le machine learning. Depuis 6 mois, ça s'est concrétisé par une offre transverse au niveau de toutes nos agences qui a une forte connotation machine learning, data science, etc. Le sujet de la présentation va tourner autour de comment on réconcilie 2 univers qui ne se connaissent pas du tout, c'est-à-dire les développeurs d'un côté, qui vont avoir un univers qui est assez particulier, avec des langages de programmation, Java, PHP, etc. Et d'un autre côté, des data scientists qui ne vont pas du tout avoir le même profil. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tenais à faire une présentation de mon point de vue du métier de data scientist, parce qu'on entend de plus en plus parler, et au final tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on fait. Donc moi de mon point de vue, un data scientist c'est avant tout un mathématicien et un statisticien. A contrario des développeurs, on n'est pas informaticien. Donc on va vraiment se servir de l'informatique pour au final mettre en œuvre des méthodes et des concepts mathématiques et statistiques. Donc tout ce qui va être développement pur, c'est pas notre métier, c'est un métier qui est vraiment à côté. Et donc nous, c'est vraiment des concepts mathématiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc on peut faire beaucoup de choses avec de la data science, que ce soit de la régression pour prédire des chiffres, on peut faire de l'optimisation de trajet, on peut faire de la classification. Tout au long de cette présentation, on va se reposer un petit peu sur nos expériences qu'on a eues nous, en particulier de la classification d'images, parce que c'est à notre avis la plus simple à comprendre pour tout le monde. Et donc, on va vous emmener au travers de notre guide de survie du data scientist au pays des développeurs. On va vous présenter un petit peu la collaboration, comment on la voit entre ces 2 métiers qui sont très proches mais très loin également. Donc, on se place dans le monde de l'informatique, le pays des développeurs. Et donc, depuis quelques années, on voit de plus en plus de data scientists, cet être très étrange qui arrive dans le monde de l'informatique pour travailler avec les développeurs. Donc on va vous présenter en quelques astuces qu'on a tirées de nos 6 mois passés ensemble. De nos 6 mois passés ensemble, qu'on a réussi à extrapoler de nos échecs, mais aussi de nos réussites, des astuces pour pouvoir bien collaborer entre nous. Astuce numéro 1, préparez un environnement proche de l'habitat naturel de votre data scientist. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Le data scientist, il va avoir l'habitude de collaborer avec des personnes, concrètement, qui vont lui demander des données sur des stats, des graphiques, etc. Et pas forcément avec des programmes. Là où on a une grosse différence, c'est que le programmeur, lui, il va dialoguer sous forme de langage informatique, de programme. Et donc, il va falloir que le data scientist s'interface avec ça. Sauf que ce n'est pas du tout son métier à la base. Moi, une fois, j'ai demandé à Benoît, ok, c'est bon, ton algorithme, il est cool, tu me fais une petite interface web vite fait, et puis comme ça, on peut l'interroger via une API Java. Lui, il a juste compris Java, il m'a demandé si je faisais une soirée ce soir. Ce n'était pas tout à fait le sujet. De temps en temps, on peut se comprendre, notamment quand on partage des outils qui sont un peu similaires. Là, je prends par exemple Python, qui est un langage qui est assez souvent utilisé en data science avec R. Et fort heureusement, on s'aperçoit que les développeurs et les data scientists peuvent utiliser tous les 2 ce langage. Bon, certes, ça marche, mais dans les 3/4 des cas, on ne peut juste pas faire ça parce que le langage ne sera pas forcément adapté à l'aspect programmation. Peut-être qu'aussi, on va devoir implémenter ça dans une section métier
où ce ne sera pas fait en Python et donc on ne peut pas utiliser Python à cet endroit-là. Dans ce cas-là, il va falloir trouver des astuces différentes. Et on va faire un truc qu'on fait tout le temps en programmation, en développement, etc., qui est très très classique. On va définir des interfaces. Donc là, la question qui se pose, c'est en quoi c'est nouveau? Tout simplement, le data scientist, pour lui, ça va être réellement nouveau dans le sens où, dans son métier, il avait l'habitude de communiquer avec des humains. Donc il n'avait pas besoin de communiquer à travers des interfaces qu'on va définir. Et donc, il n'avait pas besoin de spécifier très précisément ce qu'il allait fournir. Et en échange, vu que c'est lui qui récupérait ces données un peu comme il voulait, il n'avait pas besoin de spécifier à un développeur ce qu'il allait obtenir. Et dans l'autre sens, le développeur, lui, il a des habitudes au niveau de comment il va communiquer avec les autres logiciels qui ne sont pas forcément aussi spécifiques que c'est nécessaire dans le cas du machine learning. Parce que certains détails peuvent être insignifiants du point de vue du développeur, mais extrêmement importants du point de vue du data scientist, et inversement. Un exemple pour illustrer donc, ce sujet-là, c'est tout simplement, donc, il y a quelques mois, on a fait un algorithme qui visait à classer des images. Moi, de mon côté, mon travail, c'était bien sûr de choisir l'algorithme, de l'implémenter et de le préparer à l'entraînement. Donc, de ce fait, moi, dans mon coin, je prévois mon algorithme à ce moment-là, en fait, à recevoir des images en 720 pixels. J'implante complètement mon algorithme et j'avais vu avec Manon, donc ma collègue développeuse, qui elle devait me fournir les images qui allaient me servir à entraîner mon modèle. On s'était mis d'accord sur on allait se fournir des images. Quand on a voulu tout brancher ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les images qu'elle avait récupérées dans son dataset, ça allait être du 720p, du 1080p, du 360 pixels, etc. Donc moi, mon algorithme n'était tout simplement pas prêt à recevoir tous ces types de dimensions d'images au final. Donc on s'est retrouvé face à un problème où on avait deux solutions. Soit on recommence tout et je refais tout mon algorithme pour pouvoir l'adapter à des images qui sont en plus grosse résolution. Et dans ce cas, on vient de perdre 1 semaine et demie de boulot, donc c'est juste pas possible. À ce moment-là, Manon m'a dit quelque chose de très simple, de son point de vue de développeur. Pourquoi tu ne rajoutes pas une ligne de code à ton programme pour tout simplement redimensionner les images dès qu'elles arrivent pour les entraîner? Ce qui paraît complètement logique d'un point de vue développeur ou n'importe qui. Seulement, nous, quand on fait l'entraînement, on ne va pas entraîner sur 10 images. On entraîne sur un jeu de données de 250 000 images. Donc si l'image, on met 2 secondes à la redimensionner, je vous laisse imaginer combien de temps on va perdre encore une fois dans ce projet. Donc quelque chose qui paraît, comme le disait Swan, très simple et très basique dans un projet d'informatique, il va être encore plus important, et ça va être d'autant plus important de le préciser et de le spécifier dans un projet de data science, car juste un petit paramètre peut en fait tout faire capoter ou tout simplement nous faire perdre énormément de temps dans un projet. La deuxième astuce qu'on va vous présenter, donc c'est un peu la suite de la première, c'est laisser votre data scientist se familiariser directement avec vos développeurs. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que dans une équipe comme la nôtre où donc on a des développeurs, des data scientists et Swan qui est un petit peu pluridisciplinaire, nous, ça nous paraissait très simple et beaucoup plus facile d'utiliser Swan pour communiquer. Donc en fait, on s'en servait comme d'un pigeon voyageur, c'est-à-dire que moi, dès que j'avais une question sur qu'est-ce que j'allais recevoir de Manon, ma développeuse, je demandais à Swan et lui, il faisait les allers-retours pour nous expliquer tout ça. On s'est rendu compte qu'au final, c'était une énorme perte de temps et qu'il fallait vraiment favoriser la communication directe entre tous les acteurs du projet. Alors c'est vrai que ça peut paraître intéressant quand même d'avoir ce pigeon voyageur, c'est le rôle que j'ai joué pendant à peu près 2 semaines. Sur des projets très courts, on se dit bah ouais, c'est pas mal en fait, le data scientist et le développeur, ils se comprennent pas. Par contre, moi, je peux traduire le langage du data scientist vers le langage du développeur, lui expliquer les problématiques en question, et puis après, ça roule, on gagne du temps. Sauf que concrètement, ça introduit énormément de friction au niveau de l'interface entre moi et les deux autres, puisque je vais passer mon temps à faire des allers-retours, et donc je ne vais plus pouvoir produire autant que si, tout simplement, je n'avais pas à faire ces allers-retours. En plus de ça, on s'aperçoit que si on les laisse communiquer ensemble, tout simplement, en mêlant les équipes, eh bien, le data scientist va apprendre du développeur, va finalement s'enrichir dans son propre métier, et le développeur va apprendre du data scientist en retour. Et donc, ce qu'on préconise là, c'est vraiment, non pas d'avoir 2 équipes, une de data science, une de dev, mais de faire plutôt des équipes pluridisciplinaires.
On peut un peu rapprocher ça de la philosophie DevOps. C'est exactement le même principe. Souvent, on a les ops d'un côté qui s'occupent de tout ce qui est plateforme, etc. et qui gueulent sur les devs parce que ça marche pas et le programme il est tout cassé, il est pourri. Et il y a les devs qui gueulent parce que la plateforme elle est nulle, elle marche pas, il y a tout qui plante. Là, c'est exactement la même chose au niveau data science et machine learning. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir d'un côté des data scientists et des développeurs qui vont finalement se rejeter un peu la faute de « ouais, mais tu m'as filé des données par ton API, mais elles sont pas viables, je peux pas les récupérer, etc. Ouais, mais en même temps, tu les traites pas bien. » Non, au contraire, on va essayer de faire des équipes avec une personne de chaque profil, histoire d'avoir quelque chose qui puisse marcher et qui puisse fonctionner ensemble avec le moins de friction possible. Troisième point, et à mon sens le plus important, c'est ne donnez pas n'importe quoi à manger à votre data scientist. Donc qu'est-ce que je mange moi tous les matins en arrivant au bureau? Des données. Donc attention aux données. En fait, les données, ça va tout simplement quantifier la performance qu'on va avoir de notre algorithme, de tout notre projet de data science. Il faut éviter les mauvaises données. Qu'est-ce que je vais entendre par des mauvaises données? Ça va être des jeux de données artificiels, par exemple. Quand on n'a pas de données, on peut être tenté de créer des données aléatoirement ou en suivant des hypothèses qui, du coup, vont amener des biais énormes dans nos jeux de données. Des jeux de données trop faibles, des jeux de données avec trop de données manquantes. Donc pour éviter tout ça, il va falloir vérifier les sources, savoir d'où viennent nos données et faire attention d'où on les récupère, parce que sinon vous pouvez avoir le meilleur data scientist du monde dans votre équipe. Si vous lui donnez un mauvais jeu de données ou un jeu de données très biaisé, les résultats seront d'autant plus biaisés et seront tout autant mauvais. Parce qu'en fait, les biais, oui, il y en aura toujours dans vos jeux de données, mais grâce à nos systèmes itératifs de machine learning, on va pouvoir les identifier et travailler avec. Après, on a plein de méthodes pour pouvoir travailler avec des biais. Mais quand on introduit directement des biais artificiels, ça rend encore plus difficile l'analyse derrière. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, on a un exemple qui est plutôt pratique pour comprendre ce qui se passe. On s'est amusé à essayer de faire un classifieur qui va classifier des images suivant s'il y a un loup ou un chien dessus. Et donc on lui a passé des images comme ça, en lui disant à chaque fois telle image c'est un loup, telle image c'est un chien. Et donc c'est vraiment pour refléter l'importance de faire gaffe à ce qu'on file comme données à notre algorithme. On l'a entraîné, il marchait plutôt bien. On avait plus de 95% de bonne classification sur le dataset de test. Et on lui a filé cette image-là. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu? Pardon? Presque. Effectivement, il a dit que c'était un loup. Et on s'est dit, zut, pourquoi il dit ça? Enfin, c'est un chien. Et je ne sais pas si vous avez une idée. Au vu des images derrière, ça doit paraître relativement évident. Ouais, la neige. On n'avait pas remarqué au début, mais si on reparse un peu notre jeu de données, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de la neige sur beaucoup d'images de loups. Parce que sur Google Images, c'est là qu'on a récupéré les données, les loups en général, ils sont plus photogéniques sur la neige. Donc il y a plus d'images de loups avec de la neige. Donc en fait, on a fait un super algo qui reconnaît la neige et l'herbe. Parce que les chiens, ils sont souvent pris en photo dans le jardin. Donc ça ne marche pas très bien. La question ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que ça, on ne pouvait pas forcément le voir dès le début, parce que forcément, on ne peut pas regarder une à une les 40 000 images qu'on va récupérer sur Google Images pour vérifier qu'il n'y a pas de biais comme ça qu'on aurait laissé passer. Donc en fait, c'est au fur et à mesure de l'entraînement qu'on va pouvoir observer qu'il y a des soucis, qu'il y a des biais, des trucs qui sont un peu déconnants dans notre jeu de données. Et donc, il va falloir, tout au long du projet, penser à corriger notre jeu de données, sans cesse l'améliorer pour qu'il soit plus proche de la réalité et moins biaisé. Donc tout ça, ça pose la question de à qui revient la responsabilité des données. En fait, la conclusion presque logique, c'est que c'est tout le monde. On est tous dans le même combat quand on fait un projet de data science. La responsabilité de la qualité des données, elle est à tous les niveaux. Elle va être à notre niveau quand on est data scientist, où nous, on analyse les données, donc on est déjà capable de voir pas mal de biais, de faire parler les données. Ça va aussi venir des sources, de qui collecte les données. Il faut que ce soit documenté, il faut que ce soit renseigné. Mais en fait, dans un projet comme ça, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de sensibiliser tout le monde, mes collègues développeurs, à l'importance des données pour avoir quelque chose d'important derrière.
Donc les 3 premières astuces qu'on vous a présentées ici reprennent plus particulièrement comment on travaille à l'intérieur de notre équipe. Mais nous, on ne fait pas ça pour s'amuser, tous ces projets-là. On fait ça dans un but, que ce soit pour l'équipe métier de notre entreprise, pour vos clients ou pour d'autres services internes à votre entreprise. Donc il y a une deuxième partie de notre métier qui consiste à discuter de ce qu'on fait, livrer ce qu'on fait à des gens qui s'y connaissent beaucoup moins. Et c'est sur cette partie-là qu'on va continuer sur les astuces suivantes. Astuce numéro 4. Ne laissez pas votre data scientist entre les mains d'un public non averti. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement que les data scientists, effectivement, connaissent leur métier, et c'est un métier qui est très récent. Il y a 10 ans, le concept du data scientist, quasiment personne ne savait ce que c'était. Et là, maintenant, on en voit de plus en plus un peu partout. Jusqu'à présent, ils étaient souvent dans les banques, les assurances. Et là, en fait, on voit que ce métier-là, à travers le machine learning qui a pris un essor assez énorme récemment, se retrouve un peu dans tous les types d'entreprises, que ce soit les entreprises de services numériques, toujours les banques et assurances, mais aussi dans l'industrie, etc. Et donc, on se retrouve à avoir un nouveau profil qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, et on ne sait pas forcément ce qu'il est en mesure de faire, ce qu'il peut faire ou pas faire. Et c'est exactement la même idée que quand je parlais tout à l'heure de Benoît, à qui j'avais demandé de faire une super API en Java. Il n'avait jamais entendu le terme Java. Donc, il va vraiment falloir être capable de déterminer pour ce qu'on va demander à qui. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce que je montre sur ces images-là. Le maillot de bain, il ne sert pas à faire du ski, et la combinaison de ski, elle ne sert pas à aller à la piscine. Et donc, on ne peut pas demander la même chose à un data scientist ou à un développeur. Donc, il va être vraiment important de déterminer qui peut faire quoi, dans quelle mesure, et en fait, connaître le métier des gens avec qui on va travailler. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur le point concernant la pluridisciplinarité. C'est très important d'avoir des équipes avec plusieurs profils pour que les différents acteurs d'un projet, que ce soit les équipes métiers, que ce soit le développeur, les data scientists, etc., puissent connaître les compétences les uns des autres et puissent se connaître entre eux. Voilà, quand on va présenter un projet, par exemple, il faut prendre son data scientist pour arriver devant l'équipe métier, par exemple. Un projet qu'on a fait il y a maintenant 3 mois, on est arrivé pour lancer le projet, première présentation, première question qu'on me pose, complètement légitime, quel taux de performance vous allez obtenir? Ce qui paraît complètement logique comme question. Seulement en machine learning, en data science, on ne peut pas prédire. On ne peut pas donner de chiffres exacts. Et ça paraît bizarre pour des gens qui ne sont pas habitués à travailler dans ce type de projet. Et donc, il va falloir être assez pédagogue pour leur expliquer que, effectivement, un projet de machine learning, on ne va pas pouvoir vous donner un pourcentage de réussite parce que ça dépend de trop de paramètres. Ça va dépendre de la qualité de vos données. Ça va dépendre de votre puissance de calcul à disposition, du temps que vous avez à passer sur ce projet que vous aurez pour entraîner votre algorithme. Et on ne peut tout simplement pas donner de performance à l'avance. Bien sûr, en connaissant des projets qui ont fait un petit peu près pareil, nous, en tant que data scientist, on a la culture pour pouvoir estimer un chiffre, le donner, mais il faut bien expliquer, et c'est ce qui est le plus important, qu'il y a une marge. Et la marge, elle peut être énorme. Et il ne faut pas fixer des attentes trop fixes. Il faut être capable de voir ça avec une certaine souplesse et surtout bien expliquer ça à des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire des projets intelligence artificielle ou machine learning. Et justement, ça pose un autre problème. En général, sur un projet, on peut facilement savoir ce qu'on va obtenir en retour et donc déterminer un ROI, donc le retour sur investissement, et donc pouvoir déterminer si le projet est viable ou pas, le chiffrer, etc. L'autre jour, j'ai demandé à mon directeur, tiens, cette tante, on lance un projet, 400 jours, ça va être génial, on va faire du deep learning, ça va super bien marcher. Et il m'a dit, ok, et on le rentabilise en combien de temps? Aucune idée, moi je ne sais pas si ça va marcher ou pas en vrai. Bon, forcément, je n'ai pas dit ça parce que sinon, ce ne serait jamais passé. Et puis, en fait, on ne fait pas des projets comme ça en machine learning. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va commencer par un POC. Donc, une toute petite expérimentation en quelques jours, voire quelques semaines grand maximum, pour voir si ça a une chance de marcher ou pas. Et ensuite, suivant si les résultats sont intéressants ou pas, on va se dire, bon, ça vaut peut-être le coup d'enrichir la base de données, ça vaut peut-être le coup de poursuivre un peu, chercher d'autres algorithmes dans ce style-là pour améliorer les choses, ou ça ne va pas du tout marcher. Et donc, on travaille toujours avec des tout petits projets pour commencer, où souvent le data scientist sera éventuellement à plein temps. Par contre, le représentant métier
sera pas forcément là à plein temps, ce sera sûrement un projet très annexe pour lui. Les équipes de dev seront aussi sûrement pas là à plein temps. Et donc, on va avoir plein d'acteurs qui vont entrer en jeu, puisqu'on a dit qu'on devait mixer un maximum les équipes. Mais seul le data scientist sera vraiment impliqué à 100% dans cette mission-là. Donc, le souci qui se pose, c'est comment on arrive à impliquer les gens, sachant que ça représente juste une part parfois infime de leur travail. Souvent, ce qu'on fait dans ce genre de projet, c'est on fait des calls réguliers, on tient compte de l'avancement, etc. Et en fait, on s'aperçoit que juste un call une fois de temps en temps, 2-3 fois par semaine, ça ne suffit pas forcément à susciter l'intérêt des personnes qui ne savent pas trop ce que l'outil va leur permettre d'accomplir, puisqu'ils ne connaissent pas trop le concept du machine learning. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, on va vraiment faire des démos régulières, on va faire tester les utilisateurs, leur montrer ce que ça peut leur apporter, etc., pour vraiment essayer de les impliquer, de les traîner avec nous, de les tirer dans le sens du projet. Et là, forcément, ça marche beaucoup mieux. On arrive à avoir des personnes qui vont être plus motivées. Et vu que la qualité du système dépend de la qualité des données, eh bien, si les gens sont plus impliqués, on aura sûrement des données de plus grande qualité. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas le data scientist qui va aller collecter toutes ces petites données. Concrètement, soit c'est le développeur qui va pouvoir les récupérer en ligne sur de l'open data, ce genre de choses. Mais en général, ça va être les équipes métiers qui vont collecter des données sur le terrain. Les équipes métiers, si elles ne sont pas trop embarquées dans le sujet, elles ne vont pas forcément comprendre les enjeux, elles ne vont pas forcément savoir pourquoi telle ou telle data est bonne ou mauvaise. Alors que si on a vraiment réussi à leur expliquer pourquoi c'est important, que quand on a des données, on les teste avec eux, et donc ils peuvent voir ce qui marche pas, où sont les biais, etc. Ils seront beaucoup plus efficaces dans leur collecte de données dans le futur. Astuce suivante. Expliquer la bonne méthode d'évaluation des performances de votre data scientist. Donc l'idée, elle est exactement là. On ne va pas peser un smear mark sur un pèse-personne, sinon vous allez tout casser. Donc un projet, un algorithme de machine learning, ça va pas et on ne va pas évaluer ses performances de la même manière qu'un projet habituel de développement. Par exemple, quand on fait du développement web pour un site internet, on a un template à respecter. Et si le site internet marche et s'il correspond au template, on a réussi. Dans un projet de machine learning ou d'intelligence artificielle, il ne va pas y avoir de notion de ça marche ou ça ne marche pas. C'est à quel point ça marche. Un exemple très simple, le dernier projet qu'on a livré, reconnaissance d'image. L'équipe métier en face est venue me répondre pour me dire qu'ils avaient obtenu 55% de réussite sur leur test et qu'ils n'étaient pas satisfaits. 55%, c'était trop bas pour eux. Seulement, je leur ai demandé combien d'images vous avez testé. Ils en avaient testé 20. En fait, ils ont eu 11 bien classés sur 20 images. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre la notion de marge d'erreur. Une marge d'erreur, ça se calcule. Et en fait, ça se calcule par rapport au nombre d'images qu'on va tester. Sur cet exemple-là, la marge d'erreur était à 26%. Donc ça veut dire que leur 55% de réussite valait autant qu'un 30% ou qu'un 80%. Donc en fait, on ne savait pas du tout comment se situait notre algorithme. Parce qu'au final, il n'a pas été évalué de la bonne manière. Donc ce qui est important à faire, et ce qu'on avait manqué sur ce projet-là, c'est de, dès le début du lancement du projet, poser un plan de test avec l'équipe métier, qui n'est pas forcément experte du domaine, et l'accompagner sur ce plan de test. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'accompagner ? C'est vraiment fixer les choses de manière précise, que ce soit, il faut tester minimum N images pour pouvoir avoir des performances correctes. Donc il y a deux aspects à un bon plan de test. C'est tout d'abord donc celui que je viens de vous expliquer, qui est vraiment mathématique au final. Il y a des mathématiques derrière, qu'on le veuille ou non, il faut les respecter, c'est statistique. Et il faut tester un grand nombre d'images pour avoir quelque chose de cohérent et réaliste. Le deuxième aspect. Donc le deuxième aspect, c'est la qualité des données du jeu de test. Si je reprends mon histoire de chien et de loup, je peux m'amuser à faire 2 jeux de données pour tester mon algorithme. Dans le premier, je prends que des loups sur fond blanc et que des chiens sur fond vert. Et là, je peux vous assurer que mon algorithme il va super bien marcher. Et je pourrais dire, mon algorithme, 99% de bonnes réponses, excellent algorithme. Et puis après, ce que je peux faire, c'est prendre exclusivement les photos de chiens dans la neige et de loups dans la forêt. Et là, d'un seul coup, mon algorithme, moins de 5% de performance, il est tout pourri. Donc concrètement, on voit bien que suivant le type de données qu'on prend, on peut s'amuser à les biaiser pour faire en sorte d'avoir des résultats qui sont complètement aberrants. Donc ce qu'il va falloir faire,
c'est soit prendre un grand nombre d'images issues du terrain pour avoir un truc qui est représentatif de ce qu'on aura actuellement en prod, ou alors essayer d'identifier les différents biais qu'on peut avoir et prendre des images qui évitent ces biais. Par exemple, on va éviter les loups sur fond blanc, les chiens sur fond vert. Pourquoi pas prendre des images, par exemple, de chiens et de loups sur un fond neutre, par exemple un fond orange. Et là, on peut essayer de s'abstraire de certains biais, même si avoir des données issues du terrain, c'est ce qu'il y a en général de plus efficace. Voilà, donc on vous a présenté à l'image de nos 6 mois d'expérience qu'on a eu ensemble. Donc on ne prétend pas avoir la solution miracle pour bien travailler entre développeurs, data scientists et tout acteur d'un projet IA. Mais on a réussi à extrapoler certains points que vous pouvez prendre pour vous de la manière dont vous souhaitez, qu'on tenait à vous partager. Si on doit vous laisser avec un message, donc c'est tout d'abord privilégier les équipes pluridisciplinaires. C'est à notre avis le plus important. Il faut qu'il y ait une collaboration directe entre les différents acteurs pour que ça fonctionne bien, pour que ça crée une synergie d'équipe. Je ne reviendrai pas sur la qualité des données, qui va être primordiale dans n'importe quel projet de data science, mais également de la pédagogie avec ceux qui ne sont pas formés à la data science. Ça reste quelque chose de nouveau, même si c'est logique pour nous, faut l'étendre à un vaste public. Et donc ça passe par une bonne communication, une bonne capacité d'adaptation et des bonnes manières pour évaluer ces projets-là. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Accessoirement, si jamais vous avez des projets, là j'en profite pour faire ma petite pub, il y a le numéro du commerce juste là-bas et on recrute aussi. Il y a le numéro du RH juste là. Merci. Merci.